Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, je vais essayer de vous expliquer le chapitre de l'induction électromagnétique. Alors, comme introduction, donc on va essayer de voir le principe de l'induction. Donc, on va introduire en quelque sorte le principe de l'induction. On va essayer de voir les différents types de l'induction. Donc là, on va considérer donc quand on parle de induction, ça veut dire qu'il va y avoir un courant qui va être induit. Ça veut dire il va y avoir une induction dans le circuit. Alors si je prends par exemple un circuit que vous voyez ici, donc dans ce circuit-là, on va essayer de approcher l'aimant et le faire éloigner. Donc on va essayer de faire des mouvements de l'aimant, d'accord? Donc bien sûr, vous savez très bien qu'un aimant, donc elle crée un champ dans l'espace, d'accord? Si je prends le nord et le sud, donc comme ça, vous savez en quelque sorte les lignes de champ d'un aimant, d'accord? Alors, ça veut dire que ça crée un champ B. Ça veut dire que si je prends un point M ici, je sais que le champ B, le point M créé par l'aimant, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais des mouvements pour l'aimant? Je vais varier la position de l'aimant. Ça veut dire à un certain moment, je vais être dans cette position-là. Ça veut dire que je vais faire des lignes de champ comme ça. D'accord? Donc, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de varier le champ B dans l'espace. Donc, quand je fais des mouvements de l'aimant, je suis en train de varier B. C'est pour cela que le premier cas qu'on va traiter, c'est le cas du champ B variable. Donc, bien sûr, le champ B ici, donc le champ de vecteur. Donc, le champ B vecteur. Alors, bien sûr, le circuit C, c'est ce circuit-là. Donc, c'est le circuit C. D'accord? Alors, lorsqu'on approche un aimant permanent de C, donc on est en train de faire varier le champ B, et le circuit C, il est fixe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un courant qui circule dans le circuit. Alors, c'est pour cela qu'on met en place un galvanomètre qui permet de détecter des faibles courants. Ça veut dire que on voit que l'aiguille, donc ça change, et ça change de sens selon le sens de B. Donc ça, on va le voir par la suite, que le sens du courant dépend de comment on varie le champ B. Alors si on suppose que, par exemple, le sens ici, c'est ce sens-là, par exemple, du courant, c'est-à-dire que le courant I circule dans ce sens-là. Alors dans cette position-là, puisque l'aiguille est dans l'autre sens, c'est-à-dire que le courant il va être inversé. C'est-à-dire le sens réel du courant il va être cette fois-ci dans ce sens-là. Alors dans ce cas-là où le circuit C elle est fixe et le champ B variable, on parle de l'induction de Neumann. D'accord? Donc c'est le premier type d'induction, c'est l'induction de Neumann. Alors l'autre type, c'est le circuit C qui est mobile, d'accord? Alors le circuit C, et bien sûr le B qui est stationnaire, ça veut dire que le B, donc j'ai un champ qui est fixe, d'accord? Donc on constate la même chose, ça veut dire qu'il y a circulation d'un courant, ça veut dire que je suis en train de faire bouger le circuit, donc je vois très bien qu'il y a un courant qui circule, d'accord? C'est le principe du galvanomètre, c'est-à-dire du microphone. Alors, c'est quoi le microphone? Donc, quand vous êtes en train de parler, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez des ondes sonores, d'accord? Donc, sur le microphone, il y a une membrane, d'accord? Comme ça. Alors, cette membrane, quand vous parlez, vous êtes en train de faire bouger la membrane. Alors, cette membrane-là, elle est liée à une bobine, d'accord? Donc, il y a une bobine. Donc, on va voir ça, les exercices de TD. Donc, il y a une bobine ici. D'accord? Et bien sûr, il y a un aimant à l'intérieur. D'accord? Un aimant permanent qui est logé de cette façon-là. D'accord? Donc, c'est un aimant qui est circulaire, qui a une section circulaire comme ça. D'accord? Et la bobine, donc, il est logé à l'intérieur de l'aimant. Donc, pour créer en quelque sorte un champ radial. D'accord? Alors, ici, quand je parle, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire bouger la membrane. Donc, la membrane, il est fixé à la bobine. Donc, je suis en train de faire des mouvements de la bobine. Donc, je vais induire un courant qui va circuler après qu'on va envoyer vers un amplificateur pour amplifier le son. D'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir la circulation, la création d'un courant induit
I, d'accord? Et ce type-là, c'est l'induction de Neumann. Pardon, c'est l'induction de Lorentz. La première induction, c'est l'induction de Neumann, et maintenant, c'est l'induction de Lorentz. C'est-à-dire l'induction de Lorentz, elle se caractérise par le fait que le circuit, il est mobile. Et bien sûr, le cas le plus général, c'est que le circuit C, il est mobile, et le B, il est variable. D'accord? Alors, qu'en conclusion ici, je souligne très très bien ici la notion de le flux. Alors, si vous voyez donc dans les deux types de cas d'induction, alors soit que je change B, soit que je change D2S. D'accord? Quand je change le circuit, je change la position du circuit. Donc, ça veut dire que le flux, c'est le facteur commun entre ces différents types d'induction. Alors, si je prends l'expression du flux, à quoi est égal? Donc, ce flux-là. C'est le flux phi. D'accord? Donc, ce flux-là est égal à double intégrale de B D2S. D'accord? Alors, quand je parle toujours de flux, c'est flux à travers une surface. Donc, à travers une surface sigma, par exemple. D'accord? Alors, cette surface sigma, alors dans le cas de notre cas d'un circuit, la surface sigma, elle s'appuie sur le circuit C. Donc, surface qui s'appuie sur le circuit C. D'accord? C'est-à-dire, si je prends ce circuit, un circuit circulaire, je prends une supercirculaire qui est orientée de cette façon-là, je peux trouver pas mal, donc une infinité de surfaces qui s'appuient sur ce contour. Par exemple, je prends une demi-sphère, cette surface-là, c'est une surface qui s'appuie sur le cercle, ça veut dire sur le cercle et sur le circuit C. D'accord? Je peux prendre par exemple cette surface-là, d'accord, un disque. Mais en général, on essaie de prendre une surface qui est facile, qui nous permet de calculer le produit scalaire de B avec D2S. D'accord? Alors pourquoi donc il y a variation de flux? Alors si je varie B, automatiquement je varie le flux. Alors si je suis en train de faire bouger le circuit, je suis en train de varier D2S. D'accord? Alors par exemple, si je prends le circuit C, c'est ce circuit-là par exemple, ça. D'accord? Alors, on voit très bien que j'ai deux positions de ce circuit-là. D'accord? Alors, si je suis dans cette position-là, alors toujours le champ B, donc comment elle est? Elle est toujours dans cette direction-là. Elle est déjà représentée, ça veut dire que ça, c'est B. Alors, pareil aussi, ici, le B, toujours, elle est dans ce sens-là. D'accord? Toujours, c'est B. D'accord? Alors, par contre, si je prends cette surface-là, c'est une surface qui s'appuie sur le contour, et le D2S de cette surface-là, il est collinéaire, dans ce cas-là, il est collinéaire avec B. Mais quand je change ça veut dire la direction, je suis en train de faire bouger le cercle, ou le circuit, ou bien le circuit, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de varier en quelque sorte l'angle, c'est-à-dire je prends D2S là, normal, d'accord? Et il y a un angle θ ici entre B et D2S, d'accord? Donc je varie l'angle θ. C'est pour cela que vous voyez les différentes positions du circuit. Donc si je suis dans cette position-là, je suis un flux qui est maximal. Ici donc le flux minimal, et chaque position que je change la position de circuit, je change le flux. D'accord? Donc c'est le facteur commun et c'est le principe de base qu'on va voir par la suite pour la création de la force électromotrice ou bien du courant induit. D'accord? Alors ça, c'est pour les types de l'induction. On va essayer de voir maintenant les lois de l'induction. Donc on va essayer déjà de rappeler le principe de la conservation de flux que nous avons vu en régime stationnaire, les chapitres précédents. Donc dans ces chapitres-là, on sait très bien que la divergence de B égale à 0, il caractérise le fait que le flux il est conservatif. D'accord? Alors si je prends maintenant le régime variable, alors dans le régime variable, on accepte que cette relation reste aussi valable. D'accord? Elle reste valable aussi en régime variable. D'accord? Alors c'est-à-dire que la divergence de B toujours est égale à 0.
D'accord? Donc, en régime variable aussi, la divergence de B toujours égale à 0. D'accord? Alors, bien sûr, quand on dit divergence de B égale à 0, donc ça nous donne directement. Donc, il y a une équivalence entre le fait que le flux, à travers une surface fermée, d'accord, une surface S, quelconque S, de B et de S, donc on parle ici toujours de flux. Donc, le flux à travers une surface fermée, elle est nulle. D'accord? Alors, bien sûr, le principe de conservation que nous avons déjà vu, il caractérise quoi? Que le flux à travers une surface ouverte ne dépend que du chemin sur lequel s'appuie la surface. C'est-à-dire, si je prends un circuit comme ça, par exemple, C, d'accord? Alors, si je vous dis le flux qui traverse cette surface-là, je vais l'appeler S1, d'accord? C'est une surface qui s'appuie sur le contour C1, d'accord? Donc, si je vous dis calculer le flux qui traverse, par exemple, cette surface-là. Je prends une autre surface qui s'appuie sur le même contour, S2. D'accord? Alors, comme je peux prendre aussi une autre surface qui est le disque, d'accord? Cette surface-là, d'accord? Je vais l'appeler S3. C'est une surface aussi qui s'appuie sur le contour C, d'accord? Le contour fermé, donc une surface qui s'appuie sur le contour fermé, c'est une surface qui est ouverte, d'accord? Donc là, j'ai toujours le flux phi1 est égal au flux phi2 est égal au flux phi3. Ça veut dire c'est quoi le flux phi1? C'est le flux qui traverse la surface S1, le flux phi2, le flux qui traverse la surface S2, et le flux phi3 qui traverse la surface S3, d'accord? Alors bien sûr, ça, on peut le déduire à partir de ça. On a déjà fait un exemple dans les chapitres précédents. On va prendre, par exemple, une surface. Par exemple, je prends S3 union S1, c'est une surface fermée. Si je prends S2 union S3, c'est une surface fermée. D'accord? Et j'applique donc le principe de conservation. Et qu'est-ce que je vais trouver finalement? Je vais trouver que le flux à travers cette surface-là, est le même que cette surface-là. Je fais pareil pour l'autre surface pour trouver finalement que le flux dépend seulement du contour sur lequel s'appuie la surface. Alors, on va passer maintenant à la loi de Faraday. Donc, on va essayer d'énoncer la loi de Faraday. C'est bien sûr pour le cas de circuit C qui est fixe. D'accord? On prend toujours un circuit fixe, c'est-à-dire on est dans le cas de l'induction de Newman. Alors, on définit ici la loi de Faraday donc, comme étant donc, la force électromotrice est égale à moins d de phi sur d de t. D'accord? Ça, c'est la loi de Faraday. Donc, il faut bien donc, mémoriser. Donc, c'est le calcul de la force qui nous donne le calcul de la force électromotrice dans le circuit C. Vous voyez très bien qu'il dépend du flux. D'accord? C'est quoi ce flux-là? Donc, ce flux-là, c'est l'intégrale de P de ds. D'accord? Et c'est quoi l'intégrale de P de ds? À travers quoi? C'est le flux à travers. Donc, on parle ici, vous voyez très bien qu'on parle pour un circuit C. D'accord? Donc, ce circuit-là, on va essayer de calculer le flux sur une surface sigma qui s'appuie sur C. D'accord? Et bien sûr, le D de S, comment il est défini? Il est défini par la règle du tire-bouchon au sens de C. C'est-à-dire, alors, revenons à cet exemple-là. Le circuit-là, il est orienté comme ça. Je fais la règle du tire-bouchon, donc j'ouvre le bouchon vers le haut. Ou bien, la règle de la main droite, donc c'est comme ça. Donc ça veut dire que D de S1, ça va être comme ça. D de S1, comme ça. C'est pour la surface ouverte. D'accord? Le vecteur surface, c'est comme ça. Si je prends maintenant l'autre surface S2, donc j'applique toujours la règle du tire-bouchon. Donc ça va être en 30, toujours la perpendiculaire. Et elle est en 30. D de S2. D'accord? Si je prends la surface S3, donc ça va être comme ça, la perpendiculaire, toujours perpendiculaire. Et par la règle du tire-bouchon, elle est vers le haut. D'accord?
c'est D2S3. D'accord? Alors ça, c'est la définition du vecteur surface pour une surface ouverte. Bien sûr, si la surface elle est fermée, par exemple dans ce cas-là, je prends le D2S toujours orienté de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? C'est-à-dire si je veux, si je prends cette surface-là qui est fermée, par exemple, le D2S de cette surface fermée, elle est orientée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc toujours, elle va être comme ça. D'accord? Donc il faut bien séparer entre les deux cas de figure. Donc si je prends une surface fermée comme ça, une sphère par exemple, on sait très bien que le D2S, il est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Alors ça, c'est pour la loi de Faraday. Donc on va essayer de passer maintenant à la schématisation du circuit, d'accord? Pour exprimer par la suite donc la force électromotrice. Alors bien sûr, vous connaissez le symbole de la force électromotrice, vous avez déjà vu en électrocinétique. Et je prends donc une surface qui s'appuie sur le contour C, un contour quelconque, d'accord? Et le D de S, il est défini par la règle du surbouchon. Alors ce circuit-là, ce circuit-là, donc, il est équivalent à une résistance, d'accord, enserrée avec une force électromotrice, d'accord. Le circuit C, ce circuit-là, le circuit C, d'accord, il est équivalent à ça. C'est-à-dire qu'il y a une force électromotrice qui crée le circuit avec une résistance. Alors maintenant, on demande de calculer I. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc en général, on essaie d'appliquer la loi des mailles, d'accord? Donc ici, je prends un sens positif pour moi, n'importe quel sens, ce sens-là ou bien l'autre sens. Je dis que c'est ça le sens positif de la maille. Donc je vous conseille à chaque fois de représenter les tensions. Donc j'ai la tension ici E, la force électromotrice, j'ai le courant comme ça. Donc j'ai le courant I ici, donc j'ai une tension UR comme ça, d'accord, dans ce sens-là. Et là, je vais appliquer donc la loi des mailles, donc la somme des tensions selon le sens possible. Donc je vais faire quoi? Donc E, d'accord, moins UR égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que E est égal à UR. À quoi est égal UR? C'est la tension au bord de la résistance, c'est R fois I. D'accord? Donc, nous, on cherche quoi? On cherche le I. Donc, I est égal automatiquement à E sur R. À quoi est égal E? On a déjà vu ça, la loi de Faraday. Donc, c'est moins d de phi sur d de t. Donc, ça va être moins d de phi sur d de t sur R. D'accord? Donc, ça, c'est l'expression de la force électromotrice. Et on obtient finalement, donc, on obtient que l'intensité, donc I est égale à moins 1 sur R. D'accord? D de phi sur d de t. Donc ça, c'est l'expression du courant qui circule dans le circuit C. D'accord? Donc ça, c'est l'expression du courant. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait en général? On choisit un sens arbitraire. Bien sûr, ce sens arbitraire-là, il va nous donner le sens de D de S. Ce sens de D de S, on va l'utiliser pour calculer le flux. D'accord? Et comme ça, on va trouver la valeur de I. Alors, si le courant I, on le trouve positif, ça veut dire que le sens réel de I est égal au sens arbitraire. Et si on trouve que I est négatif, ça veut dire que réellement le courant, il circule dans l'autre sens du courant. D'accord? Alors donc ça, c'est pour le calcul du courant. Alors on va passer maintenant à la loi de Lenz. Donc la loi de Lenz, donc je vous laisse un lien d'une expérience que je vous recommande de la voir, d'accord? Comme ça, pour essayer de comprendre un petit peu le concept de la loi de Lenz. Alors cette expérience consiste à faire la chute libre de deux pièces, une pièce qui est métallique, une autre pièce qui est un aimant, et on va essayer de voir la différence entre les deux, donc une en cornière en plastique et l'autre en une cornière d'aluminium, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit la loi de Lenz? La loi de Lenz, il nous dit que quand je prends un circuit, par exemple C, d'accord? Un circuit C,
la loi de Lenz, il va nous donner une information sur le sens du courant. D'accord? Il va nous dire comment il est orienté ce courant, comment le courant circule dans le circuit. D'accord? Alors, la loi de Lenz, il va donc nous donner le sens du courant induit. D'accord? Alors, comment il va nous donner le sens du courant induit? C'est à partir de la variation du flux. Comment je varie le flux? Ça veut dire que je suis en train maintenant, j'ai un B qui est variable, d'accord, dans l'espace ici. Donc B variable. Alors ici, on doit savoir comment B varie. Donc comment B varie, c'est ça qui va nous donner une information sur le sens de I. D'accord? Le sens de I. Est-ce que ça va dans ce sens-là ou bien dans ce sens-là? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit la loi de Lenz? Donc, le sens du courant induit I est tel qu'il crée un flux phi qui s'oppose à la variation du flux phi qui lui a donné naissance. C'est-à-dire que quand je varie donc ça veut dire le champ B, je suis en train de varier le flux. C'est quel flux? Le flux qui traverse le circuit, donc l'intégrale de B d de S sur une surface sigma qui s'appuie sur C. Alors, ça c'est le flux que je suis en train de varier, car je varie B, donc automatiquement je varie le flux. Alors, la loi de Lenz, il nous dit que le courant qui va être induit ici, on sait très bien qu'il va créer un champ I, un champ B. Donc, un courant I, par exemple, ici, je suppose que c'est ce sens-là, il va créer ce courant-là, il va créer un champ B. D'accord? Alors, la loi de Lenz, il nous dit que cette variation de flux s'oppose au flux du champ B propre créé par le courant induit. Donc, ce champ B, il va créer un flux qu'on va l'appeler petit phi, qui est égal à la double intégrale de B d de S. D'accord? B d de S. Donc, petit phi est égal à la double intégrale de B d de S. D'accord? Donc ça, c'est le champ créé, c'est le flux, pardon, du champ propre. Ce champ-là, ça veut dire que le champ créé par le courant induit, par I. D'accord? Alors, donc, je vais savoir le sens du courant induit à partir de la variation de flux. Variation de flux phi. Donc, on dit qu'il s'oppose. Donc, le sens du courant est qu'il crée un flux phi qui s'oppose à la variation de flux. Ça veut dire que c'est la variation de flux qui nous donne l'information sur le courant induit. Alors, c'est-à-dire, si, par exemple, je suis en train, quand je varie B, si je suis en train d'augmenter le phi, si phi augmente, c'est-à-dire que c'est une variation qui est positive de flux, alors phi doit être négatif. Donc, il va s'opposer. Donc, si la variation augmente de phi, le petit phi, donc, il doit être négatif. Si phi donc diminue, donc il va être positif. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le cas où elle est négative, le petit phi, donc c'est l'intégrale de B d de S. Donc, ça veut dire que B d de S vont être opposés. D'accord? Et bien sûr, d de S, comment elle est définie? Donc, le d de S ici et le d de S ici, elle est définie par un sens arbitraire qu'on donne au circuit. Car on doit donner un sens arbitraire au départ. Donc, je vais dire que au départ, je vais prendre par exemple ce sens-là, sens arbitraire. Bien sûr, je prends un seul sens, donc je mets pas ça, donc je mets seulement un seul sens un sens arbitrairement, d'accord? Arbitrairement, je prends un sens. Et ce sens-là, il va nous donner D de S. Donc ce sens-là qui va nous donner ce D de S-là et ce D de S-là. D'accord? Après, quand je vais savoir le sens de phi, je vais déduire comment elle est le B. Donc, si B s'oppose à D de S, ça veut dire que le courant I, il s'oppose au sens arbitraire. Si je trouve que ça, elle est positive, c'est-à-dire que B et D de S ont le même sens, et c'est-à-dire que B, le sens de I, il est le même que le sens arbitraire. D'accord? Donc ça, c'est la loi de Lenz. Donc, même si j'explique comme ça, donc essayez de voir l'expérience que je viens de vous dire tout à l'heure. Et comme ça, vous allez essayer de comprendre un petit peu cette loi de Lenz. D'accord?
Alors, on va essayer de faire un exemple de vérification de la loi de Lenz avec le... on va l'essayer, donc on va le comparer avec la loi de Faraday qu'on vient de voir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un calcul. D'accord? On va calculer le courant qu'on vient de trouver tout à l'heure. D'accord? Vous vous rappelez très bien, nous avons vu que ce courant-là est égal à moins 1 sur R du de phi sur du de t. Qu'on vient de, voilà, qu'on vient de montrer. Alors, si on suppose, si on vous donne que phi augmente, donc ça, c'est une information qu'on va vous donner. Phi augmente. C'est-à-dire, on vous donne l'information, c'est comment on varie B. C'est le point de départ déjà de la loi de Lenz aussi. Alors, si je calcule I, je vais trouver donc I est égal à moins 1 sur R du de phi sur du de t. Alors, puisque phi augmente, donc ça va nous donner quoi? Phi augmente automatiquement. La variation de phi par rapport à t, cette variation-là, comment elle est? Elle est positive. D'accord? Comme ça, je vais déduire que ça va être négatif, car j'ai un signe moins ici, donc ça va être négatif. Donc le sens de I, il va s'opposer au sens arbitraire, car j'ai trouvé un courant qui est négatif. Maintenant, si je vais faire ça par la loi de Lenz, il me dit que si le flux augmente, le petit phi, il est inférieur à 0. D'accord? Bien sûr, on a dit que ce flux-là, c'est l'intégrale de P de S, d'accord, le B qui varie, le grand P qui varie. Et le petit phi, c'est le flux propre. Et le B, c'est le B créé par I. D'accord? Alors, dans ce cas-là, phi, on le trouve négatif. À partir ça, c'est à partir de la loi de Lenz. D'accord? Ça, c'est loi de Lenz. Loi de Lenz qui nous donne ça. Donc, quand on déduit ça, donc ce phi qui est négatif, ça veut dire que B est scalaire d de S négatif, ça veut dire que B s'oppose à d de S. D'accord? Et on trouve que le sens de I s'oppose au sens arbitraire. Donc soit on le fait par la loi de Lenz ou bien par calcul, on trouve la même chose. D'accord? Donc on va s'arrêter donc pour cette partie-là. Et par la suite, on va essayer la prochaine partie, on va essayer de voir la relation de Maxwell-Faraday. D'accord? Donc, ça, c'est pour la prochaine partie. On s'arrête là.